Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On reprend comme d'hab, toujours le même boulot, chiant et répétitif, comme chaque lundi et chaque semaine. On va regarder le calendrier économique pour voir quels seront les temps forts de la semaine. Donc le premier, ce sera mardi avec donc le sommet Trump, Kim Jong-un. Donc on n'attend pas grand-chose, en tout cas on ne sait pas trop quoi attendre de ce sommet-là. Peut-être des surprises positives, négatives. Bon voilà. Pour moi, le seul risque qu'il y a, qui pourrait vraiment faire quelque chose, c'est trash un peu ce que je vais vous dire, hein, mais pour moi, ce serait en gros, pour une raison X ou Y, il se passe un truc là-bas, les deux meurent et là pour le coup, ce serait un peu emmerdant pour les marchés de perdre le président américain. Maintenant, après, moi, c'est cynique, hein, c'est ultra dégueulasse ce que je vais dire, vous allez tous me prendre pour un taré, mais je vous ai toujours dit depuis le début que pour moi, Trump, il finirait soit mort, soit destitué. Donc là, en tout cas, il y a un cas où il pourrait finir mort. On rappelle quand même que Kim Jong-un, ce leader nord-coréen, il a un peu que deux options devant lui. Soit il fait pacte avec le diable, et c'est très probablement son peuple qui essaiera de le pendre. Soit, sincèrement, il essaie de jouer les sauveurs, il fait un dernier grand coup d'éclat. Imaginez quand même, pour un président nord-coréen, arriver à emporter un président américain dans la tombe, ça en fera jamais une égérie dans son pays. Bref, encore une fois, là, on est vraiment sur des stratégies. Enfin, c'est même pas une stratégie, on est vraiment sur des trucs complètement débiles. Donc voilà, à ne surtout pas prendre en compte. Mais voilà, je vous dis juste ça parce que honnêtement, j'ai toujours cette idée-là en tête que Trump finira pas son mandat d'une façon ou d'une autre. Et là, effectivement, on a quelque chose où ça pourrait surprendre. Voilà. Les probabilités, comme d'hab, c'est toujours du 0,01%. On ne peut pas du tout spéculer sur ce genre de probabilité. Mais moi, je le sais que je le garde dans un coin de mon esprit. Ça pourrait surprendre les marchés. Et puis alors, un truc comme ça, je vous raconte même pas le chaos politique derrière. Donc je vous raconte pas la tronche des marchés. Surtout vu les niveaux de valorisation actuels. On en parlera juste après. Donc ça, c'est mardi, si ma mémoire est bonne. Ensuite, cette semaine, Fed, BCE. Donc BCE qui va probablement annoncer la fin du QE, ou en tout cas le tapering final. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont nous faire un petit coup encore à 10 milliards de dollars juste pour dire qu'on en voit encore, ou alors qu'on passe de 30 à 0, ce qui serait la plus grande logique. Ce qui va les intéresser surtout, c'est comme d'hab, toujours pareil, le ton qui sera employé. Les questions tourneront bien évidemment autour du rythme de la hausse des taux, puisque évidemment le marché, c'est ça qui l'intéresse, à savoir quand est-ce que les taux vont monter en zone euro, comment il va falloir ajuster les portefeuilles face à évidemment la remontée de ces taux. Alors là, on va filtrer que les gros events pour pas être embêté. Voilà. On va voir simplement ce qui est important cette semaine. Voilà. Donc, ok, donc sa production manufacturière au GBP, oui, pourquoi pas, de toute façon, pour moi, le scénario est lancé sur ce truc-là. Donc, toute la partie GBP, voilà, donc des catalyseurs un petit peu en ce début de semaine, qui pourraient donc aider, je pense, le GBP à retrouver un peu de couleur face au dollar. Dollar, qu'est-ce qui va nous faire bouger cette semaine? Alors, le zoo peut-être à noter pour la zone euro, mais bon, c'est pas... Je vais le mettre quand même, mais bon, c'est pas franchement le truc du siècle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça par contre, le FOMC, oui. Le communiqué de presse, évidemment, donc mercredi. Donc mardi, on a donc Bidule, machin chouette et Trumpim qui se font la blabla. Mercredi, c'est la FOMC. Jeudi, la BCE. Et vendredi, la BOJ. Voilà, donc semaine parfaite, semaine de banque centrale, semaine parfaite pour renverser des tendances qui sont en place depuis un bon moment, on en parlera après, on va commencer quand même par le Bitcoin. Donc voilà, notez juste que c'est the big one, grosse semaine devant nous, donc vraiment attention à ne pas vous piquer les doigts, c'est typiquement le genre de semaine où les marchés font des swings. Allez, on commence par le Bitcoin, comme ça, comme d'hab, les cryptomaniaques pourront s'en aller. Donc une fin de semaine rocambolesque. Je ne sais pas encore si Crypto Analyse a publié d'ores et déjà l'analyse que j'en ai faite. Donc comme d'hab, je vais vous faire un petit récap de ce qu'on en a fait, de ce qu'on en a dit, pardon. Un peu plus succinct évidemment, parce que là je passe une demi-heure, je crois, sur celle-là. Là ici, je vais passer 5 minutes. Donc je fais vraiment un résumé. Si vous voulez la version longue, entre guillemets, c'est là-bas que ce se trouve. Mais je vais vous donner l'essentiel ici. Donc quels avaient été les éléments techniques
technique identifiée, je vous le rappelle, dès la semaine dernière, c'est-à-dire que normalement vous ne devriez pas être surpris. On avait identifié 2 clusters, donc un cluster vendeur là où un cluster acheteur. On avait dit le prix va probablement aller chercher l'un des 2 clusters au sein d'une semaine, probablement directionnelle. C'est ce qui s'est produit, hein. On a une ouverture en haut, clôture en bas. Si on regarde le chandelier weekly, voilà à quoi il ressemble. Weekly, j'ai demandé, pardon. Voilà, donc chandelier weekly, ouverture en haut, clôture en bas, tout ce qu'il y a de plus tendanciel. Simplement, ce qui m'a perso un peu surpris, c'est... ok, d'accord, pardon, hein, donc je dézoome. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est le rythme employé par le marché, hein. Je m'attendais clairement, moi, une semaine. Ouais, c'est pour ça que j'avais revendu là, en fait, hein, pensant qu'on aurait une semaine où on allait gentiment baisser, doucement mais sûrement, pour aller atteindre le cluster vendeur. Non, non, que dalle, rien du tout pendant la semaine, atonie complète, et puis d'un coup, boum, breakout en fin de semaine, pendant le week-end, pour faire gaper le futur. Et donc c'est un des éléments techniques qu'on va noter. On est arrivé dans ce cluster, pile poil dans la zone qui était attendue, hein, c'est-à-dire la zone de confluence entre la précédente oblique baissière qui avait été reprise et qui est donc maintenant un support. Cette médiane du canal, du big canal, hein, donc le grand canal là en daily, la médiane se trouve là et je vous ai dit on va probablement rester un peu au-dessus en faisant des creux et sommets descendants et puis d'un coup bam on va l'enfoncer et c'est là que les choses vraiment dangereuses vont se produire pour le Bitcoin. Mais encore une fois, je vous avais dit dès la semaine dernière qu'il faudrait s'attendre à ce que le marché fasse mumuse entre les deux, c'est-à-dire que moi je m'attends toujours à ce genre de consolidation là et puis après bam effectivement on pourra probablement y aller. Ça peut prendre du temps, hein. Il va falloir être très patient. Ces swings-là, ils peuvent durer vraiment longtemps. Et moi, je pense que le timing, c'est durant l'été. Mais vous voyez qu'on est quand même début... On est juin un petit peu entamé, on va dire on est à un tiers de juin. On peut sans aucun problème, vous voyez, étirer ces mouvements de prix comme ça, étirer ça jusqu'à la mi-juillet, voire en août. Et seulement en août, boum, on attaque les cassures des gros supports, le basculement sous la médiane du canal. Je ne sais absolument pas quand ça va se produire. Voilà, tout ce que je sais, c'est que maintenant, normalement, on va probablement osciller entre ces deux zones-là. Qu'ici on peut se faire des petites frayeurs, mais que tant qu'il n'y a pas de clôture daily sous la médiane, clôture franche, hein, je parle d'une journée qui clôture tout en bas et sous la médiane du canal, là on pourra se dire oh putain ça sent mauvais et on risque d'accélérer au sud. Moi je pense que ce qu'on va faire c'est surtout rester au-dessus de cette oblique, c'est-à-dire donc on va gagner du temps, on va inspirer, prendre de l'air, prendre des vendeurs et ensuite bam on ira un bon gros coup. Mais je pense que cette oblique là on va la maintenir, ce qui fait que si on vient chercher 4003 comme je pense que ça va être le cas, ça veut dire théoriquement là c'est plus atteignable avant début juillet. Avant le 10-12 juillet. Donc vous voyez, plus on va latéraliser, plus on va s'offrir des targets baissières plus basses. Donc je pense qu'il est nécessaire maintenant de prendre un peu de recul. En gros, le mouvement de la fin de semaine, c'était le seul mouvement à prendre la semaine dernière. Si vous l'avez pris, bravo. Si vous ne l'avez pas pris, courez pas après. Moi, je pense que ce n'est pas du tout nécessaire là maintenant. Parce qu'il faut trouver un cadre. Pour moi, le cadre, c'est soit on se maintient bien sous cette oblique-là, soit carrément, celle-là, on la reprend, et dans ce cas-là, on reviendra chercher le haut du canal. Hein. Voilà, on peut très bien la refaire un retour haut de canal, puis y revenir après et démonter tout le monde. Donc encore une fois, soyez pas non plus ultra agressif à la vente. Moi, je pense qu'il faut privilégier les ventes, mais je pense qu'encore une fois, on risque d'attendre, je pense qu'il faut s'attendre à une semaine complètement inintéressante comme celle-là. On peut très bien passer tout le début de la semaine à ne rien foutre et à retracer gentiment mais doucement vers la zone des 7003, 7004. On va identifier cette zone et je vous expliquerai pourquoi. C'est là que se trouve la zone technique de la semaine. Et on peut très bien remonter là-haut toute la semaine et pareil, boum, à partir du moment où le futur clôture, bam, on repart à la baisse et on revient ici pendant le week-end. C'est tout à fait possible qu'on ait la même structure de semaine. La volatilité diminue, donc arrêtez d'avoir des scénarios complètement directionnels, soit to the moon, soit fin du mondiste. On est au moment où on accumule avant éventuellement soit de faire un dernier mouvement baissier impulsif pour aller défoncer un max de stop, soit c'est déjà la fin et derrière c'est le scénario haussier qui pourrait se déclencher. Mais pour ça il faut sortir du canal de baisse et je vous dis pour ça il va falloir que les boules s'accrochent parce qu'il y a un bon paquet de résistance au-dessus de la tronche et que ça m'étonnerait qu'on arrive à les reprendre. Maintenant voilà, parenthèse refermée. Donc voilà les scénarios que j'ai. Moi je privilégie clairement celui-là, c'est-à-dire 60% de chance qu'il se passe que dalle pendant la semaine. On va probablement casser légèrement le plus bas de la semaine, c'est-à-dire on peut aller, il y a encore un peu de marge pour aller légèrement plus bas, mais ça nécessitera probablement de retracer un peu d'abord en début de semaine. Donc je m'attends à ce qu'il se passe que dalle vraiment ce début de semaine et qu'éventuellement en fin de semaine, après avoir libéré un peu d'espace, on puisse s'offrir un nouveau plus bas en weekly. Maintenant je pense qu'on ne cassera pas le plus haut du chandelier weekly. Je dirais 20% de probabilité que ce scénario-là se
se mette en place, 20% que celui-là se mette en place également. C'est-à-dire là, on cède carrément, il n'y a plus d'acheteurs. Là, on s'installe sous la médiane du canal, on réintègre celle-là. Si ça se produit, hein, là, c'est-à-dire si ça commence à retomber et qu'on maintient une clôture ici ce soir, autant vous dire, c'est game over. Hein. Et là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acheteurs et que dans ce cas-là, on va s'affranchir de ce support, probablement celui-là. Et puis voilà, derrière, on se lancera dans des choses assez baissières. Dans le cas où ce serait ça, moi, franchement, 4003, ça me semble une bonne target pour surveiller des achats. C'est-à-dire que là où vous mettez une alerte, si on part dans le scénario rouge, bah, vous vendez si vous voulez. Maintenant, moi, honnêtement, je pense que rentrer en cours de ce mouvement-là, c'est pas franchement très judicieux. Donc, ne cherchez pas à courir après les prix. Rappelez-vous, l'objectif, c'était de vendre un crack et après de passer dans un achat à buy and hold, mais encore une fois, un vrai buy and hold. Et je t'avais dit, ce buy and hold, il ne peut se faire que sous les $6 000. Et attendre et être patient que les prix y arrivent. Donc voilà, on y va peut-être, et si on y va, bah, pour moi 4003 c'est un prix intéressant, il y a bien une zone technique ici, ce qui veut dire qu'à partir de là, moi ici je commence à basculer en 15 minutes, éventuellement les signaux acheteurs je vais commencer à les prendre tout doux, mais là encore une fois je ne vais pas acheter du CFD, là je vais acheter du vrai Bitcoin, c'est-à-dire que j'ai mon compte est crédité en euros, c'est bon, je suis prêt, je vais acheter du Bitcoin, mais encore une fois je le ferai que sur les zones de prix qui m'intéressent. Et ça se fera pour moi là à partir de 4003, il y aura une zone qui pourra être intéressante. Allez, voilà, pardon. Donc pour la partie Bitcoin, c'est terminé. Donc ne pas vous amuser à acheter. Hein. Si vous achetez un momentum comme ça, bah, vous et moi, on n'est pas potes. Rien ne vous permet de le faire. On est en plein breakout baissier. Donc vraiment, là, pour l'instant, à l'heure actuelle, ce schéma-là, il a quasiment aucune chance de se mettre en place. Celui-là, beaucoup de chance, évidemment. En attendant, là, pour l'instant, moi, je pense qu'on ira un peu plus bas. C'est-à-dire ici, ranger un petit peu, sortir le momentum probablement de la survente. Refaire une petite poussée là, vous voyez, c'est-à-dire hop, on remonte un peu, on redescend, on vient chercher par exemple la target ici à 6500, la zone basse, et on s'arrête là théoriquement, ou alors on y va direct et après fini, hein, mais normalement voilà, ce break a une nécessité généralement de pousser à la divergence. Il me semble que la divergence c'est donc tac tac et ensuite terminé. Donc peut-être une remontée aujourd'hui, puis une redescente demain, ou alors aujourd'hui on fait les deux. On marque bien le bottom et après normalement on devrait retrouver de nouveau un écrasement complet de la volate. Donc encore une fois, si vous tradez maintenant, ça reste du 50-50 puisque vous ne savez pas. Maintenant, moi je donnerai quand même une petite faveur aux achats sur la zone ici. Mais évidemment, on n'achète pas tant qu'il n'y a pas de signal. Là, il n'y a pas de possibilité d'acheter quoi que ce soit parce qu'il y a toujours le risque très fort que ce soit ce scénario-là. Et si vous achetez ici, il n'y aura pas de pullback et on va vous défoncer vous allez vous faire démonter. Donc là, interdiction d'acheter, interdiction de vendre. Donc j'ai envie de dire, la seule chose qu'on fait ici, c'est qu'on sécurise les positions vendeuses. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire sur cette zone-là. C'est une zone à l'achat, mais une zone dans laquelle il est interdit d'acheter parce qu'il n'y a aucun signal d'achat. Donc, on gère son risque en tant que vendeur. En tant qu'acheteur, on apprend la patience et on attend gentiment son tour. On attend des signaux acheteurs qui permettent de réduire le risque du scénario rouge. Voilà. Pour la partie Bitcoin, c'est la même chose sur les autres cryptos, c'est tout le marché de la crypto qui se pète la gueule, donc il est inutile de chercher à se compliquer la life, tout est BR, point barre, voilà. Donc on attend que le Bitcoin et les autres cryptos donnent de nouveau des signaux d'achat à proximité de ces supports sur lesquels nous sommes. Pour l'instant, il ne se passe rien, donc il est interdit d'acheter. Allez, on passe aux choses qui m'intéressent beaucoup plus. On va commencer GBP USD et on se garde les meilleurs pour la fin. Donc le GBP à gérer, donc GBP FTSE, hein, je pense qu'il y a des ventes à jouer aujourd'hui sur le FTSE. En amont des 3 statistiques qu'on a, donc lundi, mardi, mercredi, on bouffe de la stat GBP. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de voir comment les prix vont se comporter. Là, ici, c'est soit effectivement ça marche pas et on va continuer donc dans une structure de type WXY. Hop, voilà. WXY, elle est là. Voilà, donc on voit bien ABC, hein, on a déjà donc 2 phases de baisse. Donc soit c'est terminé, on a déjà fait le ABC, on repart ici. Soit ici, c'est une structure WXY. On ira donc un petit peu plus bas, probablement rechercher le bas de canal, voire légèrement en dessous, peut-être la zone 50 à 1,3338. Ce support-là, en fait, hein, voilà, vous dites qu'on vient chercher ici, probablement on vient chercher le support en dessous, terminé. Ici, on aura terminé une conso en 2 temps. Après une leading diagonale, vous savez que celle qui suivra sera une vague étendue. Donc voilà, moi la question c'est donc de savoir comment on fait aujourd'hui. Est-ce que là on marque du surachat et on se redirige vers une nouvelle vague de baisse avec les premières salves de catalyseurs GBP qu'on a ce matin. Là il y en a un qui arrive dans pas longtemps là d'ailleurs.
Donc à 10h30, je crois. Donc si à 10h30 c'est plutôt bear, on va se rediriger vers là. Si à 10h30 c'est plutôt bull, on franchit la résistance, c'est-à-dire qu'on franchit ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est déjà en phase de vague 1 pour préparer, donc dans ce cas-là, derrière un petit repli en vague 2 et ainsi de suite. Et derrière des vagues étendues, donc des franchissements de résistance à l'appel. Dans ce type de scénario-là, donc un minimum 161 à attendre éventuellement derrière, si l'autre point 2 est déjà validé ici. Donc je dirais plutôt pour moi, voilà, le mini ce sera 200, 261, je pense qu'on peut viser derrière les 1,39, 1,40 sans trop de problèmes sur la partie GBP USD, c'est-à-dire revenir d'entrée de jeu vers du 61% de retracement, me semble tout à fait approprié dans ce schéma-là. On peut même sans problème essayer d'aller casser de la résistance, c'est-à-dire essayer d'aller même casser au-dessus de ça. Rien n'est impossible dans une vague étendue. La seule limite, c'est l'imagination, j'ai envie de dire. Donc voilà, vraiment patience. Pour moi, ce marché me semble bien orienté pour décoller. Maintenant, tout est question de timing. Est-ce que le timing, c'est tout de suite? Je n'en ai pas du tout la certitude. Je pense bien au contraire qu'il faut être un peu prudent. On peut avoir éventuellement de meilleurs prix sur le GBP. Mais il me semble que pour l'instant, franchement, avoir des achats de GBP, c'est totalement légitime. C'est donc mon cas pour l'instant. La partie euro-doll. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur l'euro-doll? Est-ce qu'on recolle une vente? Moi je dis non. Est-ce qu'on recolle un achat? Oui, mais plus tard. Voilà. C'est-à-dire que moi là maintenant, on vient de terminer 2 phases de hausse. On voit bien la structure. Ici, on est bien sur de l'ABC déjà terminé ici. D'accord? On voit bien A, B et C. On voit bien les 2 vagues d'impulsion haussière. Donc là, ici, on a bien fait 2 impulsions haussières. Donc il faut s'attendre à ce que là, en termes de durée de la correction, soit c'est fini, on est déjà au point 4 et c'est reparti pour du bear. Moi, ça me semble pas prêt. On a la BCE cette semaine. Bon, voilà. Théoriquement, pour moi, quand même, l'euro ne devrait plus être baissier à ce stade-là. Donc, je m'attends à ce qu'on aille corriger un petit peu plus profondément. Et je m'attends donc, dans ce cas-là, à la même structure que tout à l'heure sur le GBP. Donc, du WXY. Voilà. Donc je m'attends à ce qu'on ait fait ABCW, ça ne suffit pas. On va probablement revenir chercher un point X qui casse toujours le point B. Donc la zone dans laquelle on trouvera ce point X se trouve très probablement... Là, encore une fois, je vous donne un type, voilà, je vous donne un conseil. Donc c'est le conseil de la journée. Quand vous cherchez ces structures WXY, d'accord, généralement... ça se produit ici, c'est-à-dire entre 61 et 76,4. Et si le point B se trouve au-dessus du 61, ça devient entre... en fait, voilà, vous prenez le point B, vous prenez le Fibo qui se trouve juste en dessous, et vous vous dites que ça se passera entre le Fibo qui est en dessous et le suivant. D'accord? Donc là, attendez, je vais vous donner les niveaux, comme ça vous les aurez. Donc voilà, on se met sur les Fibo basiques. Voilà. Donc là, vous dites, ok, le point B se trouve là, le Fibo suivant c'est 61, et l'encore suivant c'est 76,4. Donc vous savez que c'est dans cette zone-là que normalement on viendra chercher le point X. Voilà. Si on est dans une structure WXY, ça veut dire que là, en gros, l'euro-dollar repartirait à la baisse avant de remonter. Voilà. Donc difficile de savoir si le catalyseur ce sera le dollar ou l'euro parce qu'on a les deux cette semaine. Donc à voir. Voilà. Mais je pense que dans le micmac des deux, ça sent le pullback ici. Par contre, moi ici, je pense que des nouveaux petits achats d'euro-dollar sont pas inintéressants. Rappelez-vous quand même que la BCE avait donc donné les 1,18 comme zone de calcul sur l'inflation en zone euro. Voilà, moi il me semble totalement logique qu'effectivement on s'inscrive dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'on aille faire un WXY vers la zone des 1,20 et que donc on installe un petit range ici avant éventuellement de repartir plus bas. Mais là, vu la brutalité quand même du mouvement baissier en daily, voilà, attendez-vous quand même à ce qu'on passe facile quelques mois ici. Voilà, vous voyez, on fait tac, 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 on range un peu, et après, éventuellement, épaule, tête, épaule, mais pour ça, il faudra franchement que soit il se passe quelque chose sur la géopolitique mondiale, soit que le QE soit étendu pour une raison X ou Y, mais je ne vois pas comment, pour ma part, l'euro pourrait se rediriger vers les 1,5, 1,05, 1,06. Il faudrait quelque chose, il faut quelque chose qui change la scène géopolitique de façon majeure, et qu'on ait en gros un afflux de capitaux, une sortie massive de l'euro,
faut que ça merde en zone euro. Voilà. Pour être honnête, il faut vraiment que ça merde côté, allez, peut-être populisme, enfin on n'en sait rien, mais voilà, ça voudrait dire, si on a ça et qu'on se redirige vers la parité euro-dollar, c'est que soit il y a poursuite du QE pour une raison X ou Y, soit c'est la merde et c'est fuite des capitaux en zone euro, au bénéfice dans ce cas-là du dollar et de la zone US. C'est pas inenvisageable, encore une fois, ça fait partie des scénarios que j'ai dans la tête, des scénarios probables, à forte probabilité. Maintenant, il faut vraiment que ça merde en zone euro. Hein, voilà. Et il faut vraiment que ce soit la cata pour qu'on puisse avoir ce type de scénarios qui se mettent en place. Voilà, donc là, généralement, attendre un ABC, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos extensions Fibonacci Time. C'est généralement la même structure, hein, c'est-à-dire le WXY. En général, le point X est légèrement plus court, c'est-à-dire, voilà, moi je le dirais, effectivement, proximité de cette zone-là, en termes de timing. Donc voilà, vous dites, la consolidation est généralement plus courte, mais c'est la même structure ABC que pendant la phase de hausse. Donc vous imaginez ici un ABC qui devrait nous ramener donc peut-être vers cette zone point X. Derrière, donc, je pense toujours de la patience pour la partie euro-dollar, avec les catalyseurs de la semaine qui seront donc à surveiller, et donc un point Y, soit en proximité de cette résistance-là, soit des clusters légèrement plus hauts, je ne sais absolument pas, ça dépendra de la profondeur du point X. Hein. Si le point X se trouve là, probablement Y se trouvera sur la zone haute. Si le point X se trouve tout en bas, vous pouvez être plutôt pragmatique, vous dire que c'est ici qu'on trouvera la résistance. Donc pour l'instant, patience. Je pense pour ma part, sur l'eurodoll, c'est dans cette zone-là que ça m'intéresse. Soit là, soit en cassure de la résistance ici. Pour l'instant, ça me semble inintéressant au possible. Tous ces supports-là ont donc été testés. Hein. Voilà, hop, hop. Donc notez bien les zones de prix. Moi, j'en vois bien une effectivement ici qui me semble quand même être assez probable comme zone support. On va aller l'affiner immédiatement avec un petit volume profile. Hop. Oui. Oui. Ok. Donc voilà. Hop, hop. On zoome un bon coup. Allez, au boulot, mon petit gars. Bon, super. On va recommencer. Oh là là, bon merde hein. Bon tant pis, on va prendre donc le niveau Fibo comme référence. Donc voilà, hein, c'était vers cette zone là, donc vers 1,1640. Donc 1,1640, s'il y a une zone support qui se crée par là, pourquoi pas. Ici on voit que ça correspond pas à grand chose. On va essayer d'aller en 15 minutes pour avoir un peu d'infos quand même. Alors là on n'en voit vraiment pas plus. Allez, du coup ça fait deux niveaux de support, soit là, soit là. Celui-là on voit qu'il a été retesté partiellement, mais on pourrait aller légèrement plus bas. Hein, voilà, chercher ici la zone cluster. Ici, on a bien eu un double boule. Hein, donc là, il y a bien une zone de support. En dessous, allez, peut-être celle-là, mais on va voir. Mais si, je pense qu'elle est déjà hors de la zone qui nous intéresse. On va aller regarder ce que ça nous donne. Mais donc voilà, les trois prix. Hein. Comme d'hab, vous avez les prix dans la zone ici. Donc voilà, allez, ces trois-là. Donc soit un 16,35, soit un 16, soit un 15,75 à peu près donc pour les zones de prix à surveiller. Donc il faut que le prix ait touché la zone, touché le prix ou soit passé juste à côté et que derrière vous ayez un double signal, donc un sine wave haussier et un momentum qui confirme pour vous positionner acheteur. Le stop doit se mettre bien évidemment sous le dernier support, c'est-à-dire sous le support le plus bas, sous celui-là. Donc je dirais une invalidation par exemple à 1,1561 si vous voulez jouer le scénario acheteur. Moi c'est plutôt celui-là qui m'intéresse. Plus que les ventes pour l'instant sur l'eurodoll, ça me paraît vraiment trop prématuré de jouer des ventes. Je pense qu'on va se maintenir au sein de la structure de consolidation. L'euro-yen, allez, donc ça reprend 0,70. Moi, je recartouche immédiatement à la vente. Là, tout de suite, on est bien pile poil dans la zone qui m'intéresse. Je vois aucune espèce de raison que l'euro-yen aille plus loin que ça. Donc voilà, ici, bam. Donc, soit effectivement un peu baissier sur la partie euro, mais surtout, je pense, très haussier sur la partie yen
pour les raisons que je vais vous exposer juste après. Je pense que le VIX va retrouver sacrément des couleurs, que VIX sur VXV également, que les indices américains vont se péter la gueule dès le début de semaine, en amont de la semaine cordiale qui les attend. Voilà, donc on est de toute façon, je vous ai publié le scénario sur TradingView dans une structure de Divergent Ending Diagonal. On est bien dans le schéma là, hein, vague 1, vague 2, vague 3, la vague 3 qui est pile poil dans la zone de target en type d'extension de la vague 1, la vague 4 qui rentre bien dans le domaine de la vague 1 mais sans pour l'instant dépasser la vague 2, c'est-à-dire que la validation se trouve bien ici. Si on déborde la vague 2, il n'y a plus d'ending diagonal. Tant qu'on reste ici, c'est un prix énormissime. L'invalidation coûte 1%, alors que le gain peut en rapporter 8. Donc voilà, hein, c'est un scénario bien baissier. Je m'attends à une réplique de cette vague-là, mais avec un petit peu plus d'intensité. C'est-à-dire ici, on fait une sous-vague 1. Il faut s'attendre à 3, 4, 5. Et donc une vague A, vu l'amplitude de la vague 1, elle peut être assez costaud et je pense qu'elle cassera le plus bas. Donc s'attendre à un schéma donc plutôt comme ça. Donc un ABC avec des vagues assez profondes ici à attendre. Cette vague-là, généralement, donc rappelez-vous la structure Divergent Ending Diagonal, la vague 5 ne vient pas chercher le bottom. Donc voilà, en termes de timing, j'avais donc fait un petit prévisionnel, mais voilà, hein, il faut bien le respecter dans ce cas-là. Donc hop, hop, hop et hop. Donc ça implique plusieurs choses, l'ending diagonal. Hein, voilà. Donc ce schéma-là, vous l'avez, je l'ai publié sur TradingView. Okay. Donc normalement, ici, c'est minimum l'extension. Donc c'est à partir de là, voilà, pardon, c'est pas dans cette zone-là, c'est à partir de cette zone-là donc qu'on trouvera. Okay. Rappelez-vous, là, c'est 100 et 127% de la durée de la vague 2. La vague 5, comme c'est la plus longue, elle sera plus lente. Voilà. Donc, on ne sait pas, encore une fois, on ne prédit jamais le timing dans le marché, mais on sait que c'est a priori par là, dans cette grosse zone, que ça arrivera, puisqu'on ne doit pas toucher l'oblique ici, et on doit se terminer dans une zone 127-161 de la 4, enfin d'extension de la 3 au sommet de la 4. Voilà, donc minimum ici, 121, maxi ici. Moi, je reste vendeur sans problème jusque 121 ici. Je m'arrêterai probablement là. Je ne jouerai pas la poursuite éventuelle jusqu'au 119. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'ici, j'achète. Ça veut dire quoi, ending diagonal? D'accord? Si on dézoome, il faut bien se mettre dans le cadre dans lequel on est. D'accord? Quand on dézoome bien, l'euro-yen, c'est un pur marché de range, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça fait que 2 vagues de hausse, 2 vagues de baisse, 2 vagues de hausse, 2 vagues de baisse. D'accord? Donc là, on sera en train de faire, dans ce cas-là, une deuxième vague de baisse. Et si on a bien une structure ending diagonal, ça veut dire quoi? L'ending diagonal, ça termine une structure. Ça veut donc dire qu'on aurait terminé notre schéma A, B, C, et qu'ici, il faudra donc acheter l'euro-yen pour jouer un nœud nouveau, un ABC aussi, qui reviendra très probablement chercher cette zone-là. Vous voyez, un truc comme ça, par exemple. Et puis ici, peut-être derrière, enfin un breakout haussier de l'euro-yen, j'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, normalement, c'est ça qu'on devrait avoir. Si vous regardez en weekly, on est tout le temps dans des structures, de consolidation convergente, c'est-à-dire les sommets sont descendants et les creux sont ascendants. On contracte, d'accord, et théoriquement, on voit bien le début de cette structure, c'est fait ici, ça ferait donc vague A, B, C, D, on trouvera un point E, ce qui veut dire que théoriquement, ça laisserait penser que l'euro-yen serait haussier, donc soit l'euro plus fort que le yen, soit le yen très faible, voilà, hein, à voir dans les deux cas, mais moi... Bon, voilà, à surveiller. Moi, je ne saurais pas trop quoi vous dire, mais il est sûr que l'euro-yen, ici, je tenterai des achats spéculatifs dans un premier temps. Hein, voilà, toujours pareil. Hein, moi, je suis un spéculateur. Je ne prétends pas détenir la vérité. Tout ce que je sais, c'est que si on forme une ending diagonale, comme je pense qu'on est en train de le faire, ici, il faudra acheter. Pour moi, ending diagonale égale reverse, égale achat, égale. On verra bien ensuite ce qui se passe. Je regarde s'il y a d'autres choses sur le FX. L'AUD-NZD, quelle tronche il a? Bon, voilà, on est toujours en cours de route. Donc ici, je pense qu'on a terminé la vague A. On se dirige donc sans problème sur le nouveau schéma à répliquer ABC ici. Hop, voilà. Donc là, on a fini la vague A. On attend la conso en vague B et on viendra chercher le point C ici. Alors on peut faire un truc que moi j'aime bien faire, hein, c'est-à-dire là on spécule carrément sur où trouver le point B en sachant qu'on connaît les targets de notre vague C. On sait que la vague C c'est 100-127. On sait donc que là c'est mini. Pardon, hop. Donc pour le point B ce sera minimum ici. Ce que je fais là c'est ouf, hein, vous allez trouver ça dingo, mais c'est pas grave. Donc en fait, j'anticipe la zone dans laquelle on devrait trouver notre point B. Hein. Et comment je fais ça? Si plus ni moins que j'anticipe là où on doit se trouver.
Donc voilà, ici c'est là à peu près où on doit se trouver pour que le 100% concorde avec la zone de target qu'on avait fixée. Ok, si je continue l'exercice, que je viens y placer le 127, ça se trouve là-haut. Voilà la zone dans laquelle je vends. Hop, hop. Enfin, je vends pas, hein, qu'on soit bien d'accord, je ne vends absolument pas la UDNZD. Mais donc voilà, théoriquement, quand vous avez ABC, enfin WXY, vous pouvez tracer sans grande peine. Alors normalement, il faut le faire avec le canal Fibonacci. Alors moi, je le fais comme ça en général. Il faut que je le trouve. Alors hop, on va enlever ça une seconde. Voilà, Fibonacci Channel. Donc, hop, hop. Voilà. Alors, n'oubliez pas que quand on est dans ces structures-là, c'est pas les mèches, voilà, c'est pas les mèches qu'il faut prendre, mais les clôtures. Ok, là-haut on prend les mèches, en bas on prend les clôtures. Donc ça nous donne un canal là, ça nous donne un timing à peu près par là. Donc vous voyez que ça correspond. Ça nous ferait donc une vague B à venir chercher par là. On vient ici, hop, on recolle une nouvelle vague de baisse. Et ici en zone 60-627, on dégomme à l'achat la UDNZD. Pour ma part, c'est le scénario à privilégier. Pour l'instant, je dirais donc beaucoup de patience sur la UDNZD. Et si vous n'avez pas encore allégé vos positions, éventuellement, donc envisagez une petite vente ici, petite revente, toute petite, hein, en sachant que si on pète le point X, c'est achat. Donc pour moi, il n'y a pas 50 zones. C'est si on vient chercher le point X à nouveau, c'est achat. Hein, voilà. Donc ici, cette fois, je vous rappelle qu'on est dans une vague étendue. Donc là, tous les franchissements de résistance, il faut payer. Il ne faut pas se poser la question. Ici, moi, je payais comme un cochon, je paye encore. Là, si on doit refranchir des résistances, ce sont des entrées acheteuses. Voilà. Hein. Donc ici, c'est une entrée à l'achat. Si on déborde la zone, si on trouve bien pas d'acheteurs, si on ne trouve pas de relais acheteurs ici, on devrait rechuter, chercher les acheteurs ici. Il va de soi qu'ici, j'achète également les yeux fermés sur la UDNZD. Hein. Voilà. Pour l'instant, donc, patience. On attend que la structure de type ABC se construise puis se termine. Pour l'instant, c'est toujours en cours. Voilà pour la partie FX. Le gold, ça parvient toujours pas à sortir, mais on est sorti du canal. Donc là, faites gaffe. Voilà, moi je pense que c'est ça, ça fait partie des choses qui me laissent à penser que VIX et tout ça, ça va vite mal tourner en ce début de semaine. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est toujours sur des structures bear, hein, d'accord ? Tout est bear et vous voyez que les prix ne baissent pas. Quand ça se produit, ça veut généralement dire une chose, on latéralise les signaux vendeurs. Ça veut donc dire soit on va breaker, c'est-à-dire qu'on va carrément invalider les signaux vendeurs, soit on attend et le prochain signal boule va défoncer toutes les résistances d'un coup. Donc là, moi je pense que c'est toujours pareil, patience, le marché est manipulé. Via le VIX et les ventes de volatilité. Dès que ces manipulations seront terminées, vous pouvez être sûr que la liquidité sortira des actions et qu'elle va partir sur les schémas évidents, achat de yen, achat de gold. Ça me paraît évident, hein, voilà. Ça me paraît évident. On a les catalyseurs cette semaine. On devrait donc voir normalement des reflux de capitaux des marchés actions qui ont donc terminé un bon cycle haussier. Hein. Là, on a bien poussé. Je m'attends à ce que soit ça consolide, soit carrément on soit sur un retour de tendance. On va en parler juste après, puisque c'est donc le nerf de la guerre de cette semaine. Le VIX, savoir si la manipulation est terminée. On aurait donc eu première manipulation, deuxième manipulation, troisième manipulation. Ici, sortie haussière de la manipulation. Et là, on est bien en pullback sur le canal. Donc c'est soit il reste une nouvelle vague baissière, encore une fois, c'est pas dans le schéma de ce qui s'était produit dans le passé. À chaque fois qu'on sortait de cette structure de manipulation, on s'est toujours redirigé vers le haut. C'est la troisième fois que le marché est manipulé. Je pense que c'est la dernière, encore une fois. Ce qui veut dire que je m'attends à ce que, bam, ici on dégomme vraiment tout sur la volate, que c'est vraiment un minimum 21, et je pense sans problème que ça peut vriller jusqu'au 31. Autant vous dire qu'avec une volatilité à 31, je donne pas cher des marchés actions. Voilà. Rappelez-vous le schéma dont on a parlé la semaine dernière, la corrélation VXV to VIX, qui est donc venu chercher, comme attendu, donc sa petite zone haute ici, ses zones résistantes. Je pense qu'on a donc touché le point de non-retour sur lequel la volatilité va se réinstaller et à courte échéance, c'est-à-dire plus sur un horizon 1 mois que 3 mois. Donc la tension se fera plus sur cet horizon de temps court terme. Donc ce sera probablement à s'attendre à une vague de volatilité brutale qui sera rapide. Donc exactement, comme je le pense toujours, une réplique de ce qui s'est produit au début de l'année, enfin après le début de l'année, c'est-à-dire très probablement une baisse qui va prendre tout le monde à contre-pied, que personne n'aura anticipé et dans laquelle tout le monde va s'engouffrer derrière, puisque la différence, si vous voulez, entre cette phase de baisse et celle qu'on pourrait avoir,
c'est que celle-là, c'est la première, personne ne la voit venir, sauf les spéculateurs comme moi. Celle-là, tout le monde s'y attend. On attend juste les signaux. C'est-à-dire que là, si les marchés, hop, ça vient, ça bute et ça retombe, vous pouvez être certain qu'ici, il n'y aura pas que les spéculateurs dans ce mouvement-là, ce qui fait que celui-là sera probablement plus loin, plus long. Enfin, il ira plus bas. Voilà. Donc attendez-vous à ce que normalement, on fasse un minimum 127% d'extension qui nous amène là. Et je vous rappelle que je m'attends également à ce qu'on aille un petit peu plus loin, éventuellement qu'on fasse 161% d'extension. Dans ce cas-là, on aille s'installer sous les 2003. C'est la stratégie que je trade toujours et je ne vois aucune raison de l'invalider. Je reste vendeur de S&P 500, d'Eurostoxx et de FTSE ainsi que de JPN et de Hang Seng jusqu'à nouvel ordre. Je reste patient, ce sont des leviers spéculatifs, mais vous pouvez être certain que dès qu'on commencera à basculer sous des supports daily, je vais y aller comme un cochon. Maintenant, pour l'instant, c'est tranquillou bilou. Je n'ai que 2 stratégies en cours pour l'instant, des ventes indicielles et des achats de taux. Je suis sûr d'avoir le bon candidat et des achats de volatilles. Je suis sûr d'avoir le bon candidat. Voilà. Moi, pour l'instant, il me reste gaz, gold, pas bitcoin, Bund, T-Bond, VIX, FTSE, JPN, Hang Seng, SPX, Eurostoxx 50, tous les indices à la vente, de la UDNZD, de l'euro yen, du GBP/USD à l'achat, de l'euro-dollar neutre. Voilà tout ce qui me reste en portefeuille. Cette semaine, il me reste toujours Apple. J'attends les renversements de long terme. Maintenant, ça peut monter jusqu'à 200$, on l'a vu, donc je reste toujours très spéculatif sur ce truc-là. Je suis prêt à redégommer Tesla, mais franchement, honnêtement, il n'y a pas de signaux. Voilà. Enfin, de toute façon, le conglomérat Tesla, Nvidia, Facebook, Netflix, Amazon, Boeing, tout ça, dès que j'ai les validations indicielles, je les dégomme parce qu'elles vont perdre 30 à 40% de leur valeur. Maintenant, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas si le marché va déclencher ou non ses baisses. Si le marché ne le fait pas, au contraire, justement, vous placez vendeur de Boeing, Amazon, Netflix, Nvidia, Apple, Tesla, sera le pire choix technique puisque ce sera probablement là que tous les capitaux vont évidemment affluer, puisque Wall Street achète ce qui monte, plus ça monte, et voilà, vous avez compris le principe. Donc si la mécanique est cassée, qu'il n'y a plus assez d'huile dans le moteur, on va faire le joint de culasse et on va s'arrêter sur le bord de la route. Sinon, on continue toute balle haussière et on continue jusqu'à flinguer le moteur. Voilà. Donc, voilà les scénarios en place. Encore une fois, je n'ai pas la certitude que ces scénarios indiciels vont se déclencher, mais je pense que plus on monte, plus le ratio risque-rendement est intéressant. Il va de soi qu'évidemment, au bout d'un moment, il faudra accepter de déclencher les stops de ces positions. Si ça devait arriver, vous avez mon invalidation devant les yeux. Mon stop a été remonté au-dessus des 2008. Ça m'étonnerait que le marché aille les chercher. Je le laisse faire le couillon tant qu'il veut le faire. Dès qu'il va tomber, il faut vous attendre à un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on effacera des mois de gains. Tout ça, là, ça peut être effacé en 3-4 jours. Soyez conscient que là, dès qu'on retombe, ça fait 1 jour ici, 2 jours, 3 jours. Voilà, donc tout ça, ça peut être effacé en moins d'une semaine. Il suffit juste de trouver l'étincelle, c'est-à-dire trouver le timing. Pour l'instant, je vous incite à la plus grande prudence. C'est-à-dire, si vous êtes en train de spéculer comme moi je le fais, soyez conscient qu'il faut que les leviers restent adaptés à cette spéculation, donc de faibles leviers, une invalidation propre et claire sur vos graphiques, ne vous laissez pas glisser jusqu'à pas de limite, et bien entendu, donc respectez un money management strict, pas de renfort tant qu'il n'y a pas de confirmation de ces 10 scénarios. Allez, bye bye, bonne journée, bonne semaine à tous, je vous dis à bientôt. Ah non, pardon, alors évidemment j'allais oublier, donc répondre à vos commentaires. Alors, lorsque tu places des lignes d'invalidation ou des entrées, tu dis je me place ici mais on voit pas bien les cours. Pourrais-tu préciser? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vous donne la petite astuce. En fait, même si vous avez une bande passante de merde, vous pouvez de toute façon passer la vidéo en 1080. Et normalement, en 1080, si vous n'arrivez pas à lire ce qu'il y a dans la marge, c'est qu'il y a un problème. Parce que de toute façon, je vous marque toujours les niveaux. Voilà, je viens toujours vous mettre des lignes et normalement, vous avez donc le prix à chaque fois dans la marge. Voilà. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'oublie de vous dire ça. Vous êtes tout le temps, vous me faites cette remarque. C'est vrai que bon, bah voilà, on ne change pas non plus les gens. J'ai un peu de mal, effectivement, à faire rentrer cette mécanique dans mon cerveau. J'espère y arriver un jour, mais pour l'instant, effectivement, apparemment, c'est toujours pas le cas. Allez, Vinci, on va faire un tour sur Vinci. C'est DG. Ouais, ça paraît bizarre, mais oui, ok.
Donc DG, on va l'analyser en daily. Hein. Les actions, on évite de faire du 2 heures. D'abord, le contexte doit se faire au moins en daily. Donc, ouais, bah, ça me laisse pas penser à un truc très joli. Hein. Voilà, je préfère être honnête. Je préfère être honnête. Alors, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options. Soit, ici, c'était une vague 4. Et donc ça, c'était une 5. Et dans ce cas-là, c'est game over. C'est-à-dire que là, on fait une vague 1. On a bien cassé un support. Hein, et dans ce cas-là, ici, on est en train de faire le repli en vague 2. Et ici, c'est une 3 qui nous attend. Donc, autant te dire, ça veut dire que la cote, elle va vraiment se faire démonter. Soit ça c'est une vague 1 étendue, dans ce cas là tu as une vague 1 étendue, une 3 ici plus courte, et il resterait à faire une 5 légèrement plus haut. C'est possible, en sachant que là tu vois bien que tu es en fin de cycle, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Non, pour moi cette action là elle s'arrête, hein, c'est-à-dire qu'elle atteint son plein potentiel. C'est-à-dire que là, évidemment, on cherche des ventes. C'est-à-dire que si tu as ça en portefeuille, alléger, là, pour moi, ça semble le minimum. Tu vois que le momentum ici est déjà en train de donner des gros signes de fatigue. Pour moi, honnêtement, je te donne mon schéma. C'est plutôt une action qui est sur sa fin de vie. C'est-à-dire c'est plutôt une action qui est déjà en train de se renverser. C'est-à-dire qui est déjà en train de donner des signaux vendeurs de moyen long terme, hein, puisque là, on parle bien donc de prendre ses profits sur cette action à moyen terme. Là, il faut être sûr que la vague 3, elle va casser du support. Hein, donc, tu peux t'attendre à ce que sans problème, on aille s'installer jusque-là, au moins sur la vague 3. Je pense un truc comme ça. Voilà, un schéma 1, 2, 3, 4, 5. Ici, tu vois que tu as beaucoup de soutien volumique. Je m'attendrais à un schéma un peu comme ça, où ton action fera un truc comme ça. Moi, sur Vinci, je verrais bien un délire comme ça. Et dans ce cas-là, ici, tu auras terminaison de ta première vague A pour remonter avec une vague B et derrière une C pour terminer le correctif. Et après, tu repasses haussier. Donc, tu vois, ça reste le même schéma que je vois. Hein. De toute façon, pour moi, les récessions, elles arrivent. Récession ou en tout cas correction indicielle, enfin correction boursière. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, ça peut se passer soit de façon saine, c'est-à-dire simplement on corrige et derrière on repart, soit on fait les couillons sur l'ensemble des actions mondiales, mais je pense que la zone euro ne sera pas de la bulle. Donc c'est-à-dire, voilà, dans ce cas-là, il resterait une petite vague 5 à faire, là où Wall Street pourrait partir complètement en parabole. Par contre, derrière, ça veut dire que le monde entier se pètera la gueule à cause des conneries de Wall Street, hein, comme d'hab, c'est souvent eux qui font n'importe quoi avec la bourse. Il va de soi que dans ce cas-là, derrière, tu auras un pullback plus profond, même en zone euro. Hein, voilà. Et dans ce cas-là, ton objectif vague A se fera plutôt ici. Et dans ce cas-là, tu auras... Voilà. Mais bon, ça me paraît quand même vraiment profond. Hein. Moi, je dis vraiment, là, Vinci... récession, hein, donc tu prends le prix ici, tu te dis généralement divise par 2, donc 90, tu te dis qu'effectivement vers un 40-45, ça peut être commencer à devenir intéressant d'acheter. Voilà. Moi, un schéma, je verrais bien un truc comme ça, un bon ABC, tout ce qu'il y a de plus classique. Première phase de correction, deuxième, et ici on repasse acheteur. Moi, encore une fois, je ne vois pas de raison qu'on ait des cataclysmes financiers. Pour moi, l'économie se porte bien, mais le problème, c'est que y a des gros risques boursiers qui doivent être purgés, c'est-à-dire on doit baisser un peu sur les capis boursières parce qu'on a anticipé beaucoup trop de bénéfices qui ne seront plus là dans les prochains mois. Et voilà, j'anticipe bien des petites phases récessives, mais clairement pas des cataclysmes comme on pouvait avoir après les années 2000 et tout ça. Je pense simplement purger une bulle de crédit, purger des risques géopolitiques, et si tout se passe pas trop mal, retrouver assez rapidement le schéma de la croissance, très rapidement. Voilà. Donc en fait, moi je m'attends à ce qu'on ait au moins une stagnation des bénéfices, léger petit reflux, sans pour autant qu'on rentre nécessairement dans des récessions. Maintenant, il va que soit, je vous l'ai dit, si on fait les cons à Wall Street, que Wall Street rajoute 20-30% sur les valorisations indicielles, c'est terminé. Derrière, c'est la récession obligatoire parce qu'on sera allé trop loin et derrière, forcément, ça aura des conséquences économiques, ce qui fait qu'en fait, les cracks boursiers déclencheront des récessions économiques. Hein, voilà. Encore une fois. Moi, je pense que le cycle de croissance est terminé, mais qu'on ne va pas nécessairement entrer dans une vraie récession, c'est-à-dire de la croissance négative. Je pense qu'on n'est pas nécessairement là-dedans, mais qu'on va avoir un frein dans la croissance, c'est-à-dire qu'on n'aura clairement pas les 3 à 4% de croissance qui sont attendus pour soutenir les valorisations indicielles actuelles, d'où la nécessité de correction boursière, mais je ne pense pas qu'on passe nécessairement dans un vrai schéma récessif au sens économique du terme, c'est-à-dire je pense qu'on peut rester en croissance, mais en très très faible croissance, je dirais entre 0,5 pour les pays les plus faibles et 1,5-2% pour les pays les plus forts, mais ça reste très en deçà de ce que la bourse a besoin pour soutenir les valorisations actuelles, ce qui veut dire qu'on devrait avoir des corrections boursières.
Voilà mon scénario, hein. Encore une fois, je vous le répète, moi je ne vois pas du tout une fin du monde. J'espère sérieusement que la bourse va se calmer et arrêter ses conneries pour ne pas forcer, malgré elle, l'entrée dans des vraies récessions économiques à cause de la putain de spéculation à Wall Street, hein. Il n'y a que eux qui font n'importe quoi sur la bourse en ce moment, il faut vous rendre compte, hein. C'est tout chez eux que c'est n'importe quoi. Donc si on va vers un effondrement de l'économie, ce sera à cause des conneries des Américains, encore une fois, hein. Moi, il me semble qu'en zone européenne, les pricing des actions sont plutôt rationnels. C'est un peu cher, mais c'est pas complètement irrationnel. En Chine, c'est un peu too much, mais c'est toujours comme ça chez eux. Là, par contre, à Wall Street, il n'y a pas de raison de créer une bulle, mais s'ils le font, ils pèteront l'économie derrière. Donc ce sera vraiment leur faute, hein. On pourra taper dessus, ce sera leur problème, parce que la Fed fait son boulot, elle resserre l'économie, elle fait tout pour qu'il n'y ait pas de conneries boursières, et vous voyez qu'à Wall Street, ils n'en ont rien à foutre, hein. Voilà, donc le problème, c'est Wall Street. Clairement, moi, j'ai pas peur de le dire, à Wall Street, ils font n'importe quoi en ce moment, et si on doit avoir une récession dans les années à venir, une vraie récession économique, ce sera probablement à cause de leurs conneries boursières que ça se fera. Allez, parenthèse refermée, on continue sur les questions. Alors, question, suggestion sur le prix des indicateurs. Si être à disposition ces derniers, mais c'est toi qui dénigres souvent les vendeurs de formation, car ta philosophie est de partager gratuitement le contenu éducatif. Je ne comprends pas la justification du prix élevé. Alors, si tu considères le prix de mes indicateurs comme élevé, je pense qu'on a un problème. Parce que moi, je vais te dire honnêtement, hein, je vais te donner, hein, voilà, par exemple, tu vois, moi, je vais te dire ça. Voilà. Pour moi, celui auquel je me compare, parce que c'est celui qui m'a largement inspiré dans la création de mes indicateurs, voilà, tiens, on va aller voir, e-mini watch. Voilà. Alors il faut te dire un truc, hein, e-mini watch, il utilise un peu le même système que moi, hein, c'est-à-dire du cycle et du momentum. Ses indicateurs sont bien moins avancés que les miens. Lui, c'est 100 $ par mois, hein. Voilà, donc déjà, tu vois, je te montre le délire. Moi, c'est 3 fois moins cher, donc tu commences bien. Si tu me dis que c'est cher, je pense qu'on n'est pas d'accord. Moi, je me suis placé le moins cher possible. Maintenant, je vais te donner un autre argument. On va sur TradingView. Tiens, voilà, regarde, hop, on va sur TradingView. On va sur le marketplace de TradingView. C'est pas par là, c'est ici. Voilà, marketplace de TradingView. Voilà, bim, 129 $ par mois, 69, 49. Tout ça, c'est un indicateur, hein, à chaque fois. C'est-à-dire que là, à 45, 19 pour un indicateur, 26 pour un indicateur, voilà. Bon, moi, t'en as 4, 5, et je te fais ça 30 balles. Moi, honnêtement, je me suis mis le moins cher que tu puisses trouver. Donc, me dire que c'est cher, je suis pas d'accord. Je trouve ça un peu forcé. Et maintenant, si c'est trop cher pour toi, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Moi, j'ai toujours été clair. Moi, ce qui a de la valeur chez moi, c'est la stratégie que je vous partage. Et encore une fois, ma stratégie, elle est juste basée sur une lecture des cycles. Enfin, la partie signal, qui, je vous rappelle, n'est qu'une des 3 étapes de la stratégie. Il ne suffit pas de dire, allez, je prends sine wave momentum et je vais devenir trop fort comme fil. Non, non. Et encore une fois, je vous ai dit, trader avec des cycles, ça ne nécessite pas d'avoir mes algos. Trader avec le momentum, ça ne nécessite pas nécessairement non plus d'avoir pro momentum. Donc, j'ai toujours été clair. Les indicateurs sont facultatifs, c'est une aide précieuse, mais qui n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez sans problème utiliser ma stratégie sans utiliser mes indicateurs. Donc, encore une fois, si 30 balles c'est trop cher pour toi, bah, tu passes ton chemin sur les indicateurs. Ça n'empêche que tu peux avoir, et ça c'est gratos, et ça le restera toujours, accès à 8 ans d'expérience que je te transmets gratos, et ça me prend un temps fou de faire tout ce merdier. Il faut que tu sois conscient de ça, encore une fois. Donc faire tout gratuit, pour moi, c'est pas possible, par rapport au temps que ça me prend, et je suis cool, moi je vous fais payer que les indicateurs, parce que je pense que c'est là où j'ajoute de la valeur aux choses, où je t'ai dit, je te file pas une petite formule de momentum à la con, hein, ça fait 4 ans que je développe ces indicateurs, honnêtement, 30 balles pour le boulot que je t'ai fait, je te garantis que c'est pas cher. Voilà. Par le fait que les factures 2 à 3 fois le prix de labo TradingView. Alors, non, bah d'ailleurs, c'est le même prix que TradingView, hein. Moi, ensuite, je fais tout pour vous donner les astuces pour baisser le prix de TradingView. Mais qu'on soit bien d'accord, TradingView, c'est une plateforme de trading, hein. Moi, je ne vous vends pas une plateforme de trading. Moi, je vous vends du savoir. C'est un putain de machin. Ça fait 4 ans que je bosse sur sine wave et momentum. Je veux dire, ceux qui me suivent depuis des années, ils le savent. Donc, excuse-moi, je suis un peu agressif, c'est clair. Je m'entends là, je vois que je monte le ton de la voix, donc c'est pas cool. Mais sois bien conscient d'un truc. Moi, je m'en fous, en fait. Je pense
sincèrement que je vous encule pas du tout avec ce truc-là. Maintenant, si tu penses que c'est le cas, tu passes ton chemin. Je t'oblige pas du tout à prendre les indicateurs. Je fais pas du tout partie de ces mecs-là qui, pendant les émissions, vont te faire un placement de produit et compagnie toutes les 5 minutes pour t'inciter à acheter les indicateurs. Loin de là. Vraiment, vraiment pas. Et je suis même assez con pour que souvent je vous dis, voilà, si vous voulez ne pas prendre les indicateurs, c'est comme ça que vous faites sur votre momentum. Voilà. Encore une fois, moi, il n'y a pas d'incitation à la consommation. En aucun cas, je vous incite à prendre les indicateurs. Voilà. Après, il est logique que j'en parle, je les utilise. Mais encore une fois, tu peux contourner le problème. C'est pas un problème. 30 balles, c'est trop cher, tu passes ton chemin. Point barre. Merci pour mon fiston, ben, ça va bien, hein, tout s'est bien passé. Bon, il a son plâtre, hein, forcément, il n'est pas des plus heureux de plus pouvoir marcher, mais c'est comme ça. Alors, les niveaux FIBO pour le trading neuneux, on va refaire un point là-dessus, évidemment. Donc, c'est tout simple. Tu prends ce que tu identifies comme la dernière résistance et le dernier support. Tu traces donc tes niveaux Fibonacci entre les deux. Moi, ce que j'utilise, ce sont ces ratios. Alors, bon, encore une fois, je vous l'ai dit, le reverse, c'est juste la couleur hein, qui change. Donc voilà, les ratios sont ceux-là. Je vous laisse l'écran ici, comme ça vous pouvez copier. Alors moi je joue sur ça, c'est-à-dire faites attention à ça. C'est-à-dire que moi je mets des niveaux en transparence complète. C'est-à-dire que vous prenez le truc et vous mettez transparent au max. Ça permet en fait de colorer certaines zones et de ne pas colorer l'entre-ligne. D'accord ? Et donc voilà, vous faites un screenshot de ça, vous copiez exactement les valeurs et vous aurez la même chose que moi. Voilà. Et donc les niveaux sont 14,6, 23,6, 38,2, 618, 76,4, 85,4. Voilà. OK. Pour la zone neuneu. On continue. Zcash. Alors, ah non, c'est trop loin. Alors, moi, honnêtement, je pense que pour l'instant, si vous devez mettre de l'argent dans les cryptos, restez vraiment sur le top 10. On va rentrer dans la phase de purge des crypto-devises, très probablement. C'est elle qui risque d'ailleurs de catalyser la baisse du Bitcoin sous les 6000 $. Voilà, donc ça va flusher de la market cap dans les altcoins. Donc, par définition, sachez que le sang revient toujours au cœur en période d'instabilité. Donc, attendez-vous à ce que ça merde bien sur les alts. Et là où vous aurez le moins de chances de vous faire dégommer... parce que je vous rappelle, depuis toujours, j'ai été clair, sur les alts et les plus farfelus des alts, le risque, c'est zéro. C'est-à-dire que ça vaut que dalle derrière et plus personne ne veut en acheter. Donc, ça veut dire que le stop loss que vous imaginez, par exemple, peut très bien sauter complètement avec un slippage de dingue si plus personne n'achète de votre crypto. Donc, le risque, c'est de tout perdre. Hein. J'avais été clair depuis le début. Donc, je pense que si vous ne voulez pas avoir ce risque de tout perdre, il vaut mieux rester sur des caps assez intéressantes. Et pour moi, le top 10 et tout ce qui dépasse le top 10, vous prenez un risque. Après, vous faites comme vous voulez. Mais je ne ferai pas d'analyse du coup à partir de là. Moi, j'ai besoin d'un minimum de soutien de volume pour que la technicité veuille dire quelque chose. Donc, voilà pourquoi je ne réponds pas à ta question, Anto. Mais voilà, au besoin, tu peux demander à quelqu'un dans le Discord de le faire, s'il a les indicateurs, de te faire une petite analyse. Moi, je préfère rester à côté parce que voilà, quand il n'y a pas la market cap qui suit et qu'on est en gros danger sur tout le secteur, je préfère éviter d'analyser cette zone-là. Donc moi, je te dirais c'est baissier parce que tout le secteur des cryptos est baissier, mais je ne sais pas quelle gueule ça a et je préférerais éviter. Avoir ouvert un short sur le Bitcoin protégé par un stop pour miser sur une probable baisse du Bitcoin dans la foulée de la tendance en cours et jusqu'à la ligne de résistance oblique récemment bercée qui se mue de ce fait en support. Oui, effectivement. Mais dans votre vidéo, vous dites que vous ne faites plus rien. J'ai répondu à celle-là. Oui, oui. La position a été stoppée. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas dans le Bitcoin. Hein. Alors, encore une fois, c'est complètement con ce que j'ai fait parce que j'ai été un petit peu trop agressif. Mais vous voyez, encore une fois, on place ses curseurs là où on le veut, là où on le sent. Alors, rappelez-vous, moi, le Bitcoin, je l'ai shorté ici. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, quand on est tombé ici, j'ai abaissé mon stop. Ce qui fait que j'ai abaissé mon stop là et je me suis fait dégommer ici. Donc ça a été une micro perte, hein, je crois que j'ai perdu 10 balles. Mais c'est con, hein, voilà. Le stop initial était là et il n'aurait pas été déclenché, théoriquement. Donc voilà, hein, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est tant pis pour moi, hein, mais c'est comme ça. J'ai pris trop de risques. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, on a fait une vague 1, on a terminé la vague 2, on est en vague 3, donc j'abaisse mon stop. J'ai abaissé mon stop, je me suis fait niquer. Voilà, bon, c'est complètement con, hein, parce que normalement, c'est vrai que pour valider la 3, normalement, j'attends la cassure du support. C'est-à-dire, normalement, c'est effectivement ici que j'aurais renforcé et abaissé mon stop. Et voilà, bon, c'est con, hein, voilà, mais je vous dis encore une fois, je ne suis pas parfait, hein.
je fais des erreurs et moi, contrairement à beaucoup de traders, de vendeurs de rêves surtout, moi je vous cache pas quand je fais des erreurs. Là, c'est clair que c'est une erreur technique que j'ai commis, une erreur de stratégie. J'ai abaissé mon stop trop vite, le marché est revenu me le péter. C'est tout con, hein, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est clairement une erreur. C'est-à-dire que là, tout ça, j'aurais dû le récupérer, je le récupère pas à cause de l'erreur que j'ai commise, tout simplement. Qu'est-ce que autre ben voilà, on a fini la question, je pense. Voilà. Donc cette fois, je vous souhaite une bonne semaine et à demain.